Alors bonjour à tous, je tenais ainsi que mes collègues à remercier donc chaleureusement Loïc Vaugier et Luc Olivier pour nous avoir proposé ce sujet à faire en commun, de manière concise, sans répétition et en un temps record. Autant vous dire que c'était pas gagné. Donc je me présente, moi je suis Marine, une des manipulatrices en radiothérapie à l'hôpital de Lorient et je suis accompagnée de mes collègues de Nantes et de Brest. On va vous proposer un regard croisé sur les différents systèmes surfaciques qu'on utilise, donc à travers la Bretagne, tout en sachant que Nantes n'est pas vraiment en Bretagne. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est laquelle, ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Donc, on va commencer par présenter chacune notre tour le logiciel qu'on utilise. Donc, pour Lorient, ce sera Catalyst avec Julie. Nantes présentera Vision RT avec Héloïse. Et Brest présentera Exatrack avec Stéphanie. À la suite, on présentera également chacune notre tour un cas clinique. Donc, on a choisi le sein gauche en DIBH. Et on enchaînera sur les avantages et les inconvénients, ainsi que les limites, les axes d'amélioration. Et on terminera pour finir avec les utilisations possibles des différents systèmes et les mises en œuvre pratiques. Donc moi, je vais vous parler donc, du système Catalyst de la société CIRAD. Donc, pour le définir, c'est un système optique non irradiant, non invasif, qui projette en fait de la lumière sur le patient et qui détecte en temps réel la surface de celui-ci. La reconstruction 3D, en fait, elle se fait à l'aide de 3 caméras. Donc sur la photo, voilà, il y a les deux caméras de part et d'autre du bras de l'appareil et une emboutable un peu plus centrale. Ce logiciel permet le positionnement et donc la surveillance du patient également. Le DIBH est utilisé pour le traitement donc, du sein gauche et la stéréopulmonaire en inspiration bloquée a été mise en place depuis 2024. Chronologiquement, Catalyst a été installé en 2017 sur le Troubim Novalis, puis l'année suivante, Sentinelle a été installé du coup au scanner, et en 2019 et 2020 sur les 2 autres Troubim, et enfin depuis donc, 2021, on est centre référent à Lorient. Je passe. Alors, à Saint-Herblain, nous avons donc le système Vision RT. Le surfacique a été installé du coup chez nous en juin 2023 sur les 2 alcions du service et pour positionner majoritairement des pelvis et des seins seuls dans un premier temps. La technique DIBH a été installée en janvier 2024 et sur l'altion 1, pardon, et en octobre 2024 sur l'altion 2. Récemment, depuis décembre 2024, on utilise aussi le surfacique du coup sur les seins et ganglions, vu qu'on n'utilise plus de contention. Pour faire passer les seins. Donc pour le repositionnement du patient, on a un système de 3 pods plafonniers. Chaque pod est équipé de 2 caméras et d'un système infrarouge. Et après, pour la surveillance pendant le traitement, l'anneau de l'alcyon est équipé de différentes caméras avec un système infrarouge également, un projecteur infrarouge à l'intérieur. Donc, comment on fait pour repositionner notre patient ? On a le système du coup du postural vidéo qui nous permet d'avoir en fait la visualisation du contour externe du scanner dosimétrique sur les images en temps réel. Donc par exemple, là on voit l'image d'un sein, ça peut être bien pratique notamment au niveau des bras, surtout pour traiter justement maintenant les ganglions. Du coup, ça permet un meilleur repositionnement au niveau des ganglions. On définit également du coup une région d'intérêt adaptée en fonction de la localisation. Donc on appelle celle-ci, justement. Et en fait, on va régler les 3 rotations, les 3 translations uniquement sur cette zone d'intérêt que nous avons déterminée. C'est nous, en tant que manip, à la préparation du dossier, qui déterminons cette région d'intérêt. En plus, on a la visualisation, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, de la déformation en fait, du patient. Donc là, on voit que tout est vert, donc la patiente est bien positionnée. Si des fois elle est un peu plus basculée à droite ou à gauche, il y aura des zones bleues quand la zone est en partie inférieure et des zones rouges
quand c'est un peu trop ressorti. Et donc, cette dernière image, donc, on tend vers 0 sur toutes les positions. Donc, d'abord, on positionne le patient au niveau du pitch, du roll et de la rotation. Et après, une fois que le patient est bien positionné, on règle les translations, du coup, pour atteindre 0. Donc, bonjour. Donc, nous, à Brest, on utilise le système ExactTrack de chez BrainLab, qui est constitué de deux systèmes, en fait. On a d'abord une caméra thermique 4D centrale, qui est juste au-dessus de la table. Et ensuite, on a aussi un système de vérification par imagerie oblique de chaque côté de la table. Voilà, donc le système thermique en 4D nous permet de nous positionner de façon fidèlement aux contours externes qui ont déterminé lors du scanner de dosimétrie. Ces deux systèmes sont complémentaires, sont complètement intégrés au système avec notre BIM et il permet aussi, si on est hors des tolérances, de couper le faisceau de façon automatique. Voilà. Donc concrètement, comment prenons-nous en charge un sein gauche à Lorient, donc au GHBS? On va proposer le DIBH pour tous les patients de moins de 60 ans. Alors évidemment, c'est à adapter en fonction des capacités des patients. On peut très bien traiter des personnes de 65 ans avec des apnées qu'elles maîtrisent très bien, comme ne pas réussir à traiter des personnes de 40 ans. Sachant que le facteur principal d'échec en fait au DIBH, ça va être le stress. Donc, c'est aussi un petit peu au médecin d'identifier déjà pendant la consultation si la personne sera capable ou non de réaliser ce DIBH. Pour appuyer le médecin, il y a aussi des vidéos qui ont été créées dans le service et un flyer qui est disponible également. Lorsque la consultation a été faite, le patient est donc convoqué pour le scanner dosimétrique qui permettra de préparer le traitement. Donc, à Lorient, le scanner est réalisé en respiration libre et en inspiration bloquée. Et on utilise donc le système Sentinelle de CIRAD. Comme vous disait Julie tout à l'heure, en fait, on a un module particulier pour le scanner. Donc, lors de ce scanner, la définition du patient on définit la position du patient, comme pour tout scanner dosimétrique, et on a besoin de pouvoir détecter les mouvements respiratoires pour pouvoir ensuite faire les apnées. Donc, pour ça, on va positionner une pastille rouge de manière virtuelle, en fait, sur le body qui a été généré par la caméra Sentinelle de CIRAD. Cette pastille permet donc d'avoir ce qu'on appelle, nous, une baseline, donc une courbe respiratoire en temps réel. Grâce à cette courbe, ensuite, quand on demandera les apnées à la patiente, on aura le visuel directement. Une fois qu'on a cette courbe, il va falloir qu'on coach quand même assez précisément la patiente pour lui expliquer de manière facile les apnées. Donc, à Lorient, on a une petite technique qui est largement appréciée de nos physiciens. C'est de demander à la patiente de faire une inspiration comme si elle sentait une fleur. Voilà, donc ça peut faire rire, mais ça fonctionne plutôt bien, bizarrement. Ça permet de faire une apnée où on monte de manière tranquille, entre guillemets. Après plusieurs apnées, une fois qu'on a vérifié la faisabilité et donc la reproductibilité des apnées, on va devoir définir une fenêtre, donc qui sera de 3 mm. Et ce sera la zone en fait à atteindre pour la patiente à chacune de ces apnées lors des traitements, y compris pendant les imageries de contrôle. Le scanner, il faut compter 1 heure en globalité, puisqu'il y a 2 hélices, donc la respiration libre, la respiration bloquée, l'inspiration bloquée, et tout le coaching qui prend quand même une part très importante du temps. À la fin du scanner, les manips doivent transmettre en dosimétrie comment s'est déroulé le scanner. Est-ce que le DIBH a été facilement maîtrisé? Est-ce que la personne a dû faire énormément d'essais pour réussir? Ou est-ce que concrètement, ça n'a pas marché du tout? Grâce à ces informations-là, les manips dosimétristes ainsi que les physiciens vont pouvoir soit préparer la dosimétrie en inspiration bloquée d'emblée et peuvent aussi en même temps en faire une en libre. Si jamais c'était une personne qui avait eu un petit peu de difficulté, les 2 dosies sont réalisées et après on voit avec le médecin par rapport aux contraintes et avec la patiente lorsqu'elle va venir pour la première séance, quelle dosimétrie on va réussir à faire. Effectivement aussi, en dosimétrie, un point important, c'est que le débit de dose il va être mis au maximum, donc chez nous ça va être du 600, pour que les apnées soient les moins longues possibles. Sachant que ça fait quand même des apnées parfois qui peuvent aller jusqu'à 35-40 secondes.
Pendant que l'équipe de physique travaille sur le dossier, la patiente est convoquée pour une consultation paramédicale dans laquelle on réexplique encore les apnées et ce qu'on attend d'elle pendant les séances. Et ensuite, elle sera convoquée pour un J0. Ouais. Ah ouais. Donc un J0, c'est quoi? Donc c'est vraiment un temps dédié pour faire simplement les images de contrôle avec la patiente donc installée en salle de traitement. Les patientes arrivent en général très stressées parce qu'elles savent qu'elles sont actrices de leur traitement. Donc c'est un temps aussi d'écoute et un temps de coaching, de recoaching même, où on se réentraîne aux apnées, sachant qu'elles doivent tenir 10 à 40 secondes pour pouvoir, donc nous, Manip Radio, faire les CBCT et toutes les imageries de contrôle. Techniquement, donc quand la patiente est installée sur la table de traitement, au niveau du logiciel, on doit régler les paramètres des 3 caméras qui sont dans la salle pour atteindre un signal optimal, pour pouvoir la repositionner plus facilement. Et on doit aussi régler la boîte, c'est-à-dire, donc c'est ici le carré jaune. Donc c'est vraiment la zone qui nous intéresse pour pouvoir la positionner plus facilement ensuite. Ensuite, pour le positionnement de la patiente toujours, on a des indicateurs. Donc le body vert, c'est le body du scanner. Et le body bleu, qu'on voit ici, c'est le body du jour, donc en direct. Donc nous, notre rôle, c'est de superposer les 2 bodies, de sorte qu'il n'en fasse qu'un. On a des indicateurs en rouge et en jaune. Donc le rouge, ça veut dire que la zone, elle est trop proche de la caméra, et le jaune, trop éloigné de la caméra. Donc ça nous aide au repositionnement. Donc pour le DIBH, on utilise les plafonds lumineux. Donc ce sont des dalles lumineuses qui sont placées au-dessus de l'appareil de traitement. Depuis 2023, on les utilise, et avant, on avait des lunettes qu'on plaçait sur la patiente. En salle, on a un principe de colorimétrie. Donc, par rapport à la respiration, donc l'ambiance de la salle se modifie. Donc, quand elle respire normalement, l'ambiance de la salle devient bleu-violet. Quand elle prend son inspiration et qu'elle bloque, l'ambiance de la salle devient vert, un bon vert. Et quand elle est au-dessus de la zone définie d'apnée, ça passe en rouge-orangé. Voilà pour les couleurs. Donc c'est assez simple visuellement. Nous, au pupitre de traitement, donc, on vérifie bien donc, que les 2 bodies sont bien superposés. Donc là, sur l'image de gauche. On surveille aussi la courbe respiratoire juste à côté, donc avec l'apnée qui monte dans la petite zone verte, la zone des 3 mm. Et au-dessus, on peut surveiller aussi les décalages de l'isocentre. Donc, bonjour, je vais vous présenter donc, la prise en charge du sein gauche DIBH à l'ICO. Donc, je m'excuse par avance puisque Thomas a déjà dit beaucoup de choses. Donc, les conditions, donc, je les rappelle, les patientes de moins de 50 ans pour un sein gauche plus ganglion, ou les patientes dont la dose au cœur moyenne va dépasser 4 Gray. Donc, après la consultation médicale, la patiente reçoit un flyer et une vidéo qui vont lui permettre en fait, de s'entraîner chez elle pour réaliser les apnées, de comprendre le principe de l'apnée thoracique, puisqu'on leur demande chez nous de faire plutôt dans un premier temps une apnée thoracique. Pour s'assurer que la patiente se soit bien entraînée, qu'elle ait bien compris les consignes, on va réaliser un appel téléphonique 2-3 jours avant le scanner. Et on répond à ses éventuelles questions. Donc les scanners chez nous, ils sont réalisés avec le système RGSC et la patiente va être guidée par le VCD. Donc on prend un créneau d'1 heure pour ces patientes-là, puisque nous, on considère que voilà, pour prendre le temps de l'apprentissage des apnées est super important pour qu'il y ait une bonne reproductibilité ensuite quand elle va revenir pour les séances de traitement. Donc on va réaliser plusieurs tests d'apnée qui vont nous permettre en fait de vérifier que l'amplitude de la patiente est reproductible. On va aussi être vigilant sur le fait que lors de ces différentes apnées, elle ne va pas essayer de tricher en montant les épaules
ou en cambrant son dos pour atteindre une apnée qu'on lui aurait déterminée. Les critères d'apnée, ils vont être au minimum de 25 secondes et on va leur demander, enfin nous, on va considérer comme critère une amplitude thoracique à minima de 0,5 cm. Si la patiente répond à ces critères, donc on va faire un scanner en inspiration bloquée. Donc elle va visualiser en fait sur l'écran du VCD son niveau d'apnée. Et on va faire aussi un scanner en respiration libre. On remplit donc une feuille qui va valider ou non le DIBH et qui est transmise en dosimétrie. À la dosimétrie, donc voilà, la dosimétrie elle est réalisée uniquement en inspiration bloquée et c'est une dosimétrie en Vmax de 3 ou 4 actes d'environ 25-30 secondes. On essaie de limiter au maximum pour que n'ait pas trop d'apnée à faire. À la préparation du dossier, on va dessiner, donc là, on se retrouve avec du coup 2 contours externes. Donc un contour externe en respiration libre et un contour externe en apnée. Donc on va dessiner la même région d'intérêt sur les 2 scanners. Au J0, donc la patiente arrive, on prévoit sur les 3 premières séances 30 minutes pour vraiment prendre le temps pour la patiente parce que c'est un système différent de celui du scanner. Il faut que la patiente ait le temps d'appréhender le nombre d'apnées, le nouveau matériel. Et puis il y a toujours l'appréhension bien sûr de la première séance de traitement. Donc on va commencer rapidement. Donc on installe en respiration libre. Donc une fois que tous les paramètres sont au vert, on va passer sur le contour externe en DIBH. Donc la patiente prend une apnée. On corrige les éventuels décalages en tête-pied et en droite-gauche, puisque forcément elle n'aura pas la même position en respiration libre qu'en apnée. Donc elle va visualiser en fait, grâce au téléphone qui est fixé en bout de table, elle va visualiser son niveau d'apnée. En gros, c'est une bande blanche, un curseur qui au départ est jaune, et une fois qu'elle a atteint, que tous les paramètres sont au vert, la bande va basculer en vert. Donc la patiente sait à ce moment-là qu'elle est au bon niveau. On fait donc un CBCT en apnée sur la fusion des images, dont on va être particulièrement vigilant sur la position du cœur. On a eu quelques patientes qui avaient sur le papier tout était bon et en fait on s'est rendu compte que le cœur n'était pas à la même position. Donc, alors, il y en avait une qui était un peu fatiguée, on n'a pas vraiment d'explication. Une inspiration différente probablement, mais du coup, ça veut dire que parfois, on peut avoir des surprises. Donc on fait les décalages, capture de référence en apnée, qui valide du coup la nouvelle surface du jour. Et après, traitement. Et donc, il n'y a pas de coupe-faisceau. Vision RT n'est pas reliée à l'altion. Donc, il faut qu'on surveille surveillance accrue de la patiente, puisque si elle relâche, c'est nous qui... il faut qu'on soit au taquet. Et donc là, je vous ai mis une petite vidéo. Je veux bien qu'on lance la vidéo, s'il vous plaît. Petite vidéo de ce que ça donne en fait à l'extérieur quand la patiente... donc là, elle est en respiration libre. Il y a plusieurs voyants qui sont au rouge. On va lui demander de gonfler les poumons. Voilà, donc là, elle est au vert et le traitement est lancé. Donc on voit que tous les paramètres sont au plus près de 0. Donc c'est très bien. Voilà, je laisse la place à ma collègue de Brest. Voilà, donc à Brest, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Toute personne pour un sein en inspi bloqué, le sein gauche, nous sommes en 3D. Toute personne qui peut tenir l'inspi bloqué va le faire. La problématique autrement avec la personne qui ne tient pas, ça c'est évidemment c'est un autre souci, on est obligé de faire un inspi libre. Là n'est pas la question aujourd'hui. Les scanners inspi libre, inspi bloqué, ça c'est la même chose. Le travail de la dosimétrie est la même que dit précédemment. Je ne reviens pas dessus. Nous, la nouveauté en fait avec le système ExaTrack, c'est que maintenant la patiente elle est actrice de son traitement. C'est elle qui va gérer son mouvement respiratoire puisqu'elle le voit grâce à un retour visuel dans la salle face à elle. Donc on lui donne des lunettes avec un prisme qui permet de refléter l'écran qui est face à elle. Donc en fait, il suffit juste qu'elle amène la petite bille dans le cercle vert qui va déclencher le traitement. Donc c'est pas plus simple. Si elle ne tient pas l'inspiration, tant pis, elle relâche, le faisceau va se couper. Donc ça, c'est idéal. Notamment pour les personnes un peu plus âgées, on peut quand même faire l'inspi bloqué sans problème. Donc là, on peut voir le point, on détermine le point entre les seins,
le point de mesure de l'inspiration, des mouvements respiratoires que vous pouvez voir sur la courbe en dessous. Et la bande bleue, c'est la zone optimale pour faire le traitement de l'inspiration. Là, c'est lorsque l'on fait l'imagerie de contrôle, c'est un instant T de l'inspiration qui sera la référence. Donc ensuite, on vérifie l'image. Il y a toujours des petits décalages, forcément. C'est jamais vraiment propre, mon fidèle, au scanner de dosimétrie, puisque ça ne l'est jamais. On ne peut jamais parfaitement positionner la patiente 2 fois de la même façon. Donc on fait des décalages qu'on envoie à ExactTrack qui va refaire son niveau de référence pour la séance. Les séances d'après, on peut soit utiliser la séance du jour qui a été la première séance qui a été validée médicalement, ou utiliser à nouveau les références dosimétriques. Ça, c'est un choix qu'on peut faire. Donc, une fois que la première image est faite, qu'on est bien recalé, on va déterminer la zone de suivi qui ne doit pas dépasser les zones de tolérance qui ont été déterminées en amont à la préparation du dossier, de façon protocolaire. Pour les SASPI bloqués, c'est tant de distance, qu'on ne doit pas dépasser au-delà de 3 secondes. Donc là, vous voyez, on a juste contouré le sein gauche qui est suivi lors du traitement. Donc là, elle inspire, c'est vert, le traitement commence, elle expire, et si elle est hors tolérance, le faisceau se coupe, et là, on voit s'il faut refaire des imageries. Si elle a vraiment bougé, on refait des imageries et on modifie le traitement. Enfin voilà, on se recale et on recommence. Voilà. C'est plus facile pour moi. On a essayé de résumer les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver dans les 3 centres. Alors, on a mis des couleurs pour que vous puissiez voir qu'il y a certaines choses qui se recoupent et qui sont communes aux 3 centres et certaines pas forcément du tout. Voilà. Donc, au niveau de la surveillance en cours de traitement, on a le même avantage partout. Donc, c'est-à-dire que pendant la séance, si jamais votre patient bouge, le logiciel est capable de couper le faisceau. Donc ça, c'est vraiment l'avantage le plus important pour nous, on trouve. On a aussi ce dont on vous a parlé juste avant, le traitement des IBH qui est possible grâce à ce repositionnement surfacique et ça permet à tous les patients d'être acteurs de toute leur séance. Un avantage aussi qui est important entre Vision RT et Catalyse, donc entre Lorient et Nantes, c'est que c'est un système qui est non irradiant. C'est seulement un système optique, à la différence de Brainlab à Brest, où il y a l'irradiation avec les images. Au niveau des inconvénients, celui qui revient en premier pour les 3 centres, c'est un problème de pudeur. Pourquoi? Parce que les systèmes surfaciques, qui dit surface, ont besoin d'une peau, la peau a besoin d'être nue. S'il y a des choses dessus, ça ne capte pas le signal et on a des mauvais repositionnements. Donc pour ce qui est des seins, on va dire que c'est mieux toléré par les patients d'être torse nu, alors que pour les pelvis, les personnes à qui on fait des canals anales, par exemple, se dévêtir entièrement, c'est quand même un peu moins bien accepté. Donc c'est notre travail aussi en tant que manip, dès le début, d'expliquer aux patients ce côté pudeur, où on n'a pas le choix à cause de la technicité de nos logiciels. Ensuite, un autre inconvénient, pareil, qui est idem aux 3 centres, ça veut dire que notre logiciel n'est pas couplé à l'imagerie. Donc autant il est couplé lors du traitement, mais lors des CBCT ou des IP de contrôle, si le patient bouge ou ne tient pas son apnée, il n'y a rien qui coupe l'imagerie. Donc c'est à nous d'être vigilants par rapport à ça. Pour le reste, je ne vais pas vous en mettre plein la tête, vous pourrez lire ça un petit peu plus tard, tout en sachant que c'est un recueil de données avec des retours d'expérience. Donc selon comment on utilise les systèmes dans les centres et selon les machines avec lesquelles on travaille, ça peut être un petit peu différent d'un centre à l'autre. Ensuite, après les avantages et les inconvénients, forcément, les systèmes, même s'ils sont super, ils ont quelques limites. Alors, pour les limites, donc, comme a dit Marine, juste avant, tout ce qui a même la peau, en fait, ça nous pose problème par rapport au signal des caméras. Donc les stomies, les pansements, les poils, les draps des patients, qui font pas mal d'artefacts aussi. On a aussi répertorié donc, les champs électrons, parce que surveiller un applicateur, il n'y a pas grand intérêt. Les masques thermoformés, donc pour tout ce qui est ORL, on n'utilise pas le surfacique. La respiration ventrale ample aussi, parce qu'en fait, ça fait des coupures de faisceau.
et tout ce qui est modification anatomique et les anatomies particulières. Nous, on avait aussi en limite la réticence de l'équipe aux nouvelles pratiques, puisque forcément c'est quelque chose de nouveau. On se positionne plus sur des points de tatouage, mais c'est une réflexion complètement différente, donc on a eu un peu de réticence. La perte d'informations au fur et à mesure des personnes formées, on est très nombreux sur le plateau, donc il y a eu 2 référentes formées au départ, mais au fur et à mesure des formés, il y a forcément des pertes d'informations sur l'utilisation de Vision RT. Même chose, système sous-exploité, car on a un grand plateau technique. Dès que les patients ont une respiration trop ample, donc les méta, notamment tout ce qui est abdominal, c'est très compliqué d'utiliser Vision RT. À ce moment-là, par contre, on peut utiliser le postural vidéo seul qui nous permet de dégrossir la position. Et puis la position du cœur, j'en reparle pas puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, c'est un petit peu redondant. En fait, on retrouve un petit peu les limites. Nous, dans le cas justement du sein 3D, c'est un centrage très visuel. Et on peut être amené à faire des tout petits décalages, mais justement, Exatrac ne les accepte pas. Pour lui, on n'est plus dans la tolérance, on est obligé de refaire des images, de faire les décalages sur les images, alors qu'on pourrait l'éviter, ou alors on chante l'Exatrac. Voilà, ça se discute au cas par cas. Sauf si c'est en inspi bloqué, ça ne pourra pas. Pareil, une perte d'informations, forcément, au fur et à mesure des personnes formées, il y a des petites pertes d'informations, donc pourquoi ne pas mettre en place des petites formations avec le constructeur de temps en temps pour remettre tout à niveau, ça peut être sympathique. Aussi les patients douloureux, des petits mouvements, des micro-mouvements qui sont vite hors tolérance, alors que la zone de traitement ne bouge pas, parce que ça a été vérifié, mais voilà. Et nous, avec notre système d'imagerie, en fait, de repositionnement par imagerie Exatrac, on est un peu embêté parce qu'on peut faire des images qu'à une certaine position du bras du TrueBeam, sinon il gêne les imageurs. Donc vraiment 0, 270, 0,90 et 270 et 180, simplement. Voilà, pour les grosses limites. Alors, pour les axes d'amélioration, je ne sais pas s'il y a un représentant de la société CIRAD, mais on avait pensé peut-être à... On avait pensé à miniaturiser peut-être les caméras, rajouter plus d'angles de projection. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on est quand même gênés par rapport aussi à l'angulation du bras de l'appareil. Ça cache en fait nos caméras catalystes. Et une petite demande des hypermétropes et des presbytes du service. Une petite modification du design aussi, notamment les couleurs. Le rouge sur le bleu, c'est juste pas possible. Illisible. Voilà. Et on pourrait aussi rajouter une jauge pour les apnées, pour les traitements en DIBH, au niveau des plafonds lumineux, une petite jauge visuelle. À ce moment-là, ça serait aussi sympa. Voilà. Alors, les axes d'amélioration. Donc, nous, pour le constructeur, c'est plutôt élimination des zones sans signal. Parce qu'en fonction de l'angulation des caméras, on se retrouve parfois avec des petites zones qu'on ne capte pas, donc on n'a pas l'information. S'affranchir le plus possible des mouvements respiratoires aussi, ce serait bien. Et puis après, c'est plutôt des choses pour nous, modification des régions d'intérêt, parce qu'on a la possibilité de modifier les régions d'intérêt, c'est pas assez utilisé. Pareil, formation plus poussée des collègues, utiliser de l'encre UV pour pouvoir faire des points de tatouage, mais qui ne soient pas visibles. Et puis mettre en place une formation avec une sophrologue pour revoir l'apprentissage pour les patients pour le DIBH. Alors, pour nous, le point noir en fait, du repositionnement Exatrac, c'est lorsque l'on traite des extrémités. Par exemple, si on va faire un tibia, donc forcément on a tous les membres inférieurs dans le contour externe, et forcément on a une jambe qui ne sert pas du tout au traitement, mais qui va nous induire en erreur, qui va créer du roulis. Donc ça, pour l'instant, on est obligé de le shunter. L'idéal, ce serait de pouvoir shunter cette partie des contours et n'utiliser que la zone d'intérêt. Bon, ça a été remonté. À l'avenir, nous, c'est un axe d'amélioration interne de faire disparaître les points de tatouage et n'utiliser que le repositionnement surfacique. Donc, dans un second temps, on espère très proche. Petit bémol aussi au niveau des lunettes, qui, quelquefois, avec le signal qu'envoie la caméra, la lumière bleue reflète dans les lunettes et va au détecteur, qui fait une perte de signal. La petite zone noire que vous avez peut-être vue tout à l'heure dans la zone de suivi. Voilà, donc il faut orienter un tout petit peu différemment la tête de la patiente. Il existe soi-disant des filtres. Pourquoi ne pas les mettre d'emblée dès l'achat? Mais bon, ça c'est voilà, c'est pas grave.
Et vous pouvez l'acheter sur Amazon, m'a-t-on dit, mais voilà. Voilà, la même chose, hein, les vêtements sombres, les vêtements noirs, forcément, c'est l'homme invisible, on voit pas. Donc, les personnes qui sont douloureux, on évite de les dévêtir au maximum, mais parfois, on est obligé, quoi. Voilà. Allez, courage, plus que 2 diapos et on va manger. Donc, au niveau des... Quoi, non? On va pas manger? Non. Dommage. Bon, je termine quand même. Donc, au niveau des utilisations possibles des différents systèmes, donc à Lorient, avec Catalyst, on pourrait traiter les crânes avec des masques ouverts, surtout au niveau des yeux, en utilisant un module supplémentaire qu'on rajouterait en fait sur les machines. Mais on l'a testé et en fait, quotidiennement, on ne l'utilise pas pour l'instant. On pourrait peut-être, dans un avenir pas forcément proche, je ne sais pas si Catalyst pouvait le donner ou pas, faire un traitement en stéréopulmonaire en expiration bloquée. Actuellement, on le fait en inspiration bloquée. Pourquoi pas peut-être un jour réussir à le faire en expiration bloquée et le reste, en fait, on utilise déjà Catalyst dans la majeure capacité de ce qu'ils peuvent nous donner. En fait. Pour Vision RT, les autres possibilités, on peut traiter stéréocrâne, pédiatrie, stéréo extracrânienne en inspi bloqué, ORL avec masque ouvert, tout est possible en fait, mais après il faut que ça soit mis, c'est des projets de service, il faut que ça soit mis en place avec tout le monde. Pardon. Nous, le système Exatrac est le système de référence, je pense, pour tout ce qui est traitement de l'encéphale, grâce au repositionnement et surveillance radiographique oblique, surtout pour les stéros intracérébrales non coplanaires, où là, à chaque rotation de table, on peut refaire des images de contrôle et d'éventuels décalages si nécessaire. De façon automatique, Exatrac gère tout. Et une autre chose que nous, on n'utilise pas à Brest, c'est la détection des fiduciaires, notamment dans le cas de prostate avec grain d'or. Au lieu de faire des images toutes les 30 secondes, ça va être à certaines positions du bras. Dès qu'il ne cache plus les imageurs, on peut faire des images de façon croisée. Donc, d'après les constructeurs, c'est une détection qui serait plus précise qu'une juste une radio plan, parce que c'est sur 2 plans distincts. Ce serait plus une surveillance volumique que planaire pour nous. Voilà, c'est ce qui est dit auprès des constructeurs. Par rapport à la mise en œuvre pratique des systèmes, concrètement, donc nous, Catalyst à Lorient, on a eu une formation théorique et une formation pratique par un représentant de la société CIRAD, qui est venu faire une formation auprès de plusieurs groupes de manip, en fait, au fur et à mesure. Et après, il y a eu aussi un partage de connaissances en interne, dans le sens où si on n'était pas forcément à la formation, c'est du compagnonnage, entre guillemets, tout en sachant que pour les premiers DIBH, par exemple, on ne mettait pas 2 manips novices à faire la technique, on mettait une qu'on avait déjà fait avec une manip qui était peut-être moins présente à ce moment-là. La grosse différence aussi qui a été mise en place, c'est que pour pouvoir valider les imageries et vérifier les positionnements avec Catalyst, on a dû passer à des CBCT, alors qu'avant, on faisait des recalages avec des KVKV. Et grâce à ces CBCT, on a pu analyser un petit peu les décalages. Donc ça, c'était au niveau des physiciens. Ils ont fait le lien entre les décalages qu'on avait en salle lors du prépositionnement du patient avec Catalyst, avec les décalages qu'on retrouvait sur l'imagerie CBCT derrière. Ça a permis de faire des seuils de tolérance un petit peu plus serrés et de faire de nouvelles procédures. Donc, par exemple, pour les traitements au niveau du sein, on peut se permettre parfois, pour certaines patientes, si ça respecte les tolérances, de faire des imageries que hebdomadaires. Donc, on n'aura pas besoin d'imagerie quotidienne. Vision RT du coup, a été installée d'abord à l'ICO d'Angers, puis à l'ICO de Saint-Herblain. Il y a eu 2 référents qui ont été formés, 2 manip référents qui ont été formés par Vision RT. Et ensuite, il y a eu un formateur de Vision RT qui est venu directement sur le site pour former un certain nombre de manips. Après, chaque nouveau formé sur l'Alcyon est automatiquement formé sur Vision RT par les collègues, on se forme entre nous. Et pour le DIBH, du coup, on demande 10 validations avec un des référents Vision RT pour être apte à utiliser le système pour le DIBH. Sachant que là, c'est un petit peu compliqué parce que finalement, des DIBH, on n'en a pas beaucoup. Donc, pour que tout le monde soit formé, c'est un petit peu... c'est pas très facile à mettre en œuvre. Donc, peut-être qu'on va avoir plus à l'avenir de DIBH et ça sera plus simple que tout le monde soit formé. Et pour nous, en fait, pareil, on a été formés. Il y a un groupe qui a été formé sur site avec nos propres appareils par BrainLab. Et ensuite, en interne, on a partagé nos connaissances.
Pour l'instant, chaque positionnement Exatrac, on le vérifie par imagerie, KV ou CBCT. Autrement, dans le cadre des stéréo intra, pour l'instant, le CBCT est l'imagerie de référence. On va faire nos recalages sur le CBCT qu'on envoie à Exatrac qui va faire ensuite les décalages sur la table et ce sera son 0 pour l'instant. Et là, une étude vient de commencer pour éventuellement n'utiliser que les imageurs Exatrac dans le cadre de positionnement pour le traitement encéphale. Mais ça vient tout juste de débuter. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hormis la surveillance, voilà, je pense. Mais oui, bien sûr, on a terminé. Ça y est, j'en voulais encore. Eh bien, merci à vous. J'espère qu'on a été assez clair.